Le président de la République sera demain dans la région de Koulikoro. Sur place, Ibrahim Boubacar Keïta va lancer le 7e programme de stage de formation professionnelle de l'APEJ. Comment se prépare l'accueil sur place? Les réponses dans ce journal. Stratégie Sahel de la CEDEAO, c'est un document pour la stabilisation et le développement de l'espace sahélo-saharien. Il est au centre d'une rencontre de 3 jours ouverte ce matin dans notre capitale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Audience au palais présidentiel de Koulouba. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu l'ambassadeur du Japon et le collectif des députés de Koutiala et Yorosso. Si les députés sont porteurs des messages avec le diplomate japonais, il a été question de la reprise de la coopération avec le Mali. Le compte-rendu d'audience est avec Garipou Pérou. Le Japon reprend sa coopération bilatérale avec notre pays. Cette décision a été prise le 20 mars dernier, a annoncé l'ambassadeur du Japon au Mali, après un tête-à-tête avec le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Malgré la suspension de l'aide bilatérale de son pays depuis mars 2012, le Japon n'était pas absent au Mali. Il est resté et demeure toujours aux côtés du peuple malien, précise le diplomate japonais Akira Matsubara. À titre d'illustration, le Japon a accordé en 2013 une aide humanitaire d'urgence d'un montant global de plus de 40 milliards de francs CFA. Cette année 2014, il a décidé de fournir une assistance financière d'un montant total d'environ 20 milliards de francs CFA. Dans le domaine de la formation, le Japon vient d'octroyer des stages de qualification à environ 50 fonctionnaires maliens en 2013-2014. Une dizaine de fonctionnaires participeront à un séminaire sur l'aide publique au développement au Japon du 18 au 31 mai 2014. Le Japon est donc déterminé à soutenir le Mali dans le cadre bilatéral ou multilatéral, rassure le diplomate japonais. Il a auparavant félicité les efforts déployés par les Maliens dans le cadre du processus de consolidation de la paix et de la démocratie. Après cet entretien avec le diplomate japonais, le chef de l'État a accordé une audience au collectif des députés de Koutiala et Yorosso. Ablaye Dambélé, porte-parole du collectif, a indiqué être venu féliciter le président de la République au nom des populations des cercles de Koutiala et Yorosso. La population de Koutiala et Yorosso nous a recommandé d'être parmi les soutiens de Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement dans toutes leurs actions de développement de notre pays. Voilà l'objet de notre visite cet après-midi. La délégation, faut-il le rappeler, s'apprête à développer une coopération de décentralisation avec le gouvernement au profit des 2 cercles. Cette initiative a été bien appréciée par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, dont la seule ambition est d'aimer et de servir le Mali. Le président de la République, je vais l'annoncer dans les titres, est attendu demain en 2e région. Sur place, Ibrahim Boubacar Keïta procédera au lancement officiel du 7e programme de stage de formation professionnelle de l'APEJ. L'événement qui se tiendra à l'IPR IFRA de Katibougou constitue le cadre national approprié pour la promotion de l'emploi de la jeunesse malienne. Voyons comment se prépare cette visite du président Ibrahim Boubacar Keïta avec Brahima Kone. Koulikoro est une région industrielle qui connaît aujourd'hui l'arrêt de certaines usines comme l'Ikoman, la société de conserve du Mali, Sokoman à Baguineda, pour ne citer que celle-là. Les terres agricoles qui utilisent le maximum de bras valides ne sont plus rentables à cause de la diminution des pluies. Ces facteurs ont eu pour conséquence le chômage des jeunes. Le lancement à Katibougou du 7e programme de la PEJ par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta donne l'espoir à la jeunesse malienne, particulièrement à celle de la 2e région. Ça nous va droit au cœur, vraiment. Si le président doit se déplacer pour venir ici chez nous et que ça concerne l'emploi des jeunes, tout le monde sait ce que le pays traverse. Donc la jeunesse a besoin du boulot, on a besoin du boulot, on a besoin de travail. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, c'est là son excellence. Et déjà un monsieur qui a soutenu la jeunesse depuis avant qu'il ne soit au pouvoir. Et c'est aujourd'hui lui qui va venir à Koulikoro pour le lancement vraiment de cette journée. Et c'est là, l'attente de la jeunesse se confirme parce que les jeunes ont toujours dit nous avons besoin de formation professionnelle. Et notre attente sera encore une fois l'expérimentation de la jeunesse, l'expérience professionnelle qu'on va acquérir à travers ce lancement. Sur les 28 000 postulants pour le 7e programme du stage de formation professionnelle de l'APEJ, 4 000 ont été retenus.
La demande est plus forte que l'offre. Face à la situation, l'APEJ incarne l'avenir pour les jeunes. Les jeunes qui devraient être pris sont au nombre de 3 000 au départ, mais le gouvernement de la République du Mali, à travers le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, compte tenu de la réalité, de l'engouement aussi des jeunes et aussi du programme du président de la République pour l'emploi de 200 000 personnes avant la fin de son quinquennat, fait qu'on nous a autorisé à aller au-delà de 4 000. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à cette date, nous sommes à exactement 4 620 jeunes. Les autorités coutumières et administratives de Koulikoro se mobilisent afin que l'événement soit une réussite. Je lance un appel pressant et vibrant à toute la population pour que la population sorte massivement pour rencontrer le président de la République. La pêche a été créée dans ce pays. Nous savons que jusqu'à présent, on s'est occupé des jeunes diplômés. Jeunes diplômés qui, très souvent, veulent seulement évoluer dans le tertiaire, évoluer dans les bureaux. Donc nous avons dit que ce n'est pas l'emploi qui manque au Mali. Nous nous sommes dit cela. Parce qu'un pays comme le Mali, où nous n'avons pas encore atteint la souveraineté alimentaire, c'est qu'il y a beaucoup à faire. Je pense que le cadre de l'IPR est bienvenu pour justement orienter les jeunes vers l'agriculture. Nul doute que la mobilisation sera à la hauteur des défis qui attendent la jeunesse malienne. C'est finalement demain, jeudi 8 mai, que s'ouvrira à Abuja le 24e Forum économique mondial pour l'Afrique. Le Premier ministre malien Moussa Mara est déjà sur place. Il est accompagné dans ce voyage par le ministre du Commerce et des Investissements et d'un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Avant le début des travaux, le chef du gouvernement a rencontré son homologue chinois. À la fin de leur entretien, le Premier ministre s'est exprimé au micro de nos envoyés spéciaux Tchessira Dambélé et Idrissa Traoré. Aujourd'hui, nous avons des investissements importants pour le Mali qui sont en train d'être réalisés avec le soutien de la Chine. La route en 2x2 voies, l'autoroute en 2x2 voies entre Bamako et Ségou en est l'illustration. Mais aussi le financement de la nouvelle usine de sucre de Nsoukala. Et à chaque fois pour des dizaines de milliards de francs CFA. Les technologies d'information et de communication, la large bande, les infrastructures en termes de barrages, barrage de Taoussa, barrage de Gouina. C'est une relation, je pense, multisectorielle, très profonde et au bénéfice de nos deux pays. Donc la visite que nous avons eu la chance de faire à notre homologue de Chine, c'était pour lui signifier la grande disponibilité du Mali à poursuivre, l'inviter à venir nous rendre visite et lui présenter un certain nombre de projets qui seront des projets significatifs, non seulement pour notre pays, mais aussi pour la région. Parce que la Chine n'accompagne pas seulement le Mali, mais accompagne toute l'Afrique. Le Premier ministre de Chine a eu à faire un important discours à Addis Abeba sur le développement de l'Afrique. Nous souscrivons parfaitement à celle-ci, qui consiste à faire en sorte que l'Afrique se prenne en charge. L'Afrique endosse ses responsabilités pour son développement et la Chine, en tant qu'amie, va l'aider. Beaucoup d'actions de formation, beaucoup d'initiatives de centres de formation vont être réalisées dans notre pays, dans différents domaines de production, avec le soutien de la Chine. Cela assure non seulement le présent, mais garantit l'avenir. Donc à ce titre-là, nous sommes vraiment satisfaits de ce que nous venons de nous dire avec mon homologue de Chine. Et je n'ai pas de doute que les jours à venir seront des jours productifs pour nos deux pays. Ici à Bamako, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience le syndicat national des journalistes reporters du Mali, qui a été reçu donc par le président de l'institution. Plusieurs points ont été évoqués en vue d'améliorer les conditions de travail et de vie de la presse malienne. Alidji Matina. Le président de l'Assemblée nationale a reçu le syndicat national des journalistes reporters du Mali. Au cœur des échanges, plusieurs points visant à améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes dans le cadre de la promotion de la liberté de la presse et du professionnalisme. La presse malienne est dans un tournant décisif avec l'adoption des lois qui vont bientôt ouvrir l'espace audiovisuel. Nous avons évoqué la convention collective de la presse dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie
et le travail des journalistes. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, il faut que nous revenions sur cette presse et que nous mettons l'accent sur la formation des journalistes pour que les journalistes soient indépendants et professionnels. Parce que le journaliste a un devoir citoyen extrêmement important, qui est un devoir de contribuer au développement du pays. Quant au président de l'Assemblée nationale, Isaac Sidibé, il a affirmé sa disponibilité pour l'appui et l'accompagnement du CIJOR, avant d'insister sur l'autodiscipline au sein de la presse et l'autorégulation. Et ce communiqué du président de l'Assemblée nationale qui porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra le jeudi 8 mai et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur l'adoption du procès verbal de la séance plénière du 24 avril 2014, délibération sur des projets de loi intéressant la vie de la nation, constitution des groupes d'amitié et communication. Le Conseil des ministres s'est tenu hier en session ordinaire et juste après la rencontre, le ministre Maman Babi, porte-parole du gouvernement, a donné des précisions sur certaines décisions prises. C'était au cours d'un point de presse. Il est au micro de Moussa Fani. Le Conseil des ministres a adopté un décret portant affectation d'une parcelle de 87 hectares à Wereba. Wereba se situe dans la commune rurale de Pelengana, à Ségou. Et l'objectif de cette affectation, c'est de mettre à la disposition du ministère de l'Énergie une parcelle qui va accueillir une centrale photovoltaïque de 40 à 50 mégawatts. Et cette production d'électricité va réduire de manière significative le coût de l'électricité. Ça va permettre d'augmenter la productivité, de lutter contre le chômage des jeunes, d'améliorer le cadre de vie et de protéger, de promouvoir l'environnement. Comme vous le savez, depuis quelque temps, le gouvernement a pris vraiment des mesures visant à améliorer les conditions de vie de nos populations, à accroître leurs revenus. Et donc, ce décret procède de cette volonté du gouvernement de veiller à ce que les Maliens et les Maliennes puissent vivre dans des conditions décentes. Le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions a rendu visite cet après-midi au médiateur de la République et à la représentation nationale des collectivités. Le ministre entend par ses sorties améliorer les relations avec les institutions de la République. Ibrahima Tchokari. C'est par la Maison du Citoyen ou encore le bureau du médiateur de la République que le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions a débuté sa visite de prise de contact. Le bureau du médiateur a un grand rôle à jouer dans l'amélioration des relations entre l'administration et ses usagers. Le bureau du médiateur de la République reçoit chaque année des réclamations, des interpellations et des dénonciations relatives au dysfonctionnement des structures de l'État et aux violations des droits. Le Haut Conseil des collectivités, une institution qui a pour mission de donner des avis motivés sur les projets de loi concernant les populations vivant à l'intérieur des collectivités. Elle est la représentation nationale de 703 communes, 8 régions, 49 cercles et le district de Bamako. Je me suis donné le devoir de commencer à rencontrer les institutions et les hommes qui animent ces institutions pour leur réaffirmer la volonté du gouvernement de participer de façon active à la reconstruction rapide de notre État et donc au confort des institutions et l'amélioration des relations entre l'État et les institutions. Nous souhaitons des institutions fortes, comme on le dit, parce que c'est ce qui est le plus important. Nous allons y travailler et pour cela, il faut des rapports de confiance et des rapports qui vont vers les innovations, qui valorisent nos institutions pour améliorer la gouvernance et assurer la respectabilité de notre nation et de notre État. Il est important que j'apporte à cette institution tout le respect de la République et toute la considération du gouvernement pour créer le climat de confiance et les engager à s'impliquer fortement dans la résolution des préoccupations de notre pays. À l'issue de cette première visite de prise de contact, le ministre Diarra déclare avoir pris bonne note des préoccupations soulevées.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était lui à l'École normale supérieure et à l'École normale d'ingénieurs. Ces sorties s'inscrivent dans le cadre de l'élaboration du plan d'action 2014-2018 qui fait suite à la tenue de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Khadija Toukone. Il est 9h, le ministre commence sa visite des locaux de l'ENSUP. Tour à tour, il se rend dans les salles de classe, l'amphithéâtre Kari Dambélé, la bibliothèque, la cantine, bref. Le ministre Tall a ensuite été reçu dans la salle des professeurs pour échanger avec ceux-ci sur les problèmes que rencontre l'établissement. Et comme vous avez dû le voir sur les images, cette école qui date de 1963 recense d'énormes difficultés, notamment le manque de salles de classe et de bureaux pour l'administration, manque de connexion à Internet, qui est essentiel pour la formation des étudiants, insuffisance de fonds pour les recherches, manque d'équipements pour les laboratoires et de documents pour la bibliothèque, difficultés pour aller dans le système LMD, etc. Après près de 2 heures de discussion, le cahier de doléances de l'ENSUP a été remis aux visiteurs du jour. L'école normale d'ingénieurs ENI, baptisée Abdraman Baba Touré depuis 2006. Il a visité quelques laboratoires comme celui de la microscopie. Là, on étudie les pierres précieuses et les roches. Dans la salle Internet, les futurs ingénieurs rencontrent souvent des problèmes de connexion, ce qui les empêche de faire des recherches à temps. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a également visité le laboratoire EEA, électronique, électricité, automatisme, où le principal travail est la manipulation des machines électriques. Et malgré le matériel vieillissant, notre visiteur est impressionné par la confection d'un feu tricolore par les étudiants de l'ENI. Dans tous les laboratoires visités par le ministre, les problèmes cités sont presque les mêmes. Manque d'appareils, nombre d'étudiants qui dépassent la capacité d'accueil des salles, la vétusté des appareils qui datent des années 70 et la cherté des appareils lourds. 75 ans après sa création, l'école d'ingénieurs Abdraman Baba Touré compte aujourd'hui 632 étudiants pour 71 enseignants. Contrairement à l'ENSUP, les étudiants et les enseignants de cet établissement ont tous accès au système Wi-Fi et chaque enseignant dispose d'au moins un ordinateur. Avec cette journée marathon, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique invite tous les acteurs du système éducatif à être des alliés et non des adversaires afin de trouver des solutions idoines pour le grand malade qu'est l'école malienne. Les problèmes sont récurrents, ils sont importants. Donc, tous ces problèmes doivent être traités ensemble en fonction d'un certain nombre de priorités que je me fixe. Je vais donc essayer de faire le tour de l'ensemble des structures relevantes de mon département, non pas pour venir faire du tourisme, mais non seulement pour inspecter les infrastructures et les structures, mais aussi rencontrer le personnel, le corps enseignant et les étudiants pour connaître exactement les problèmes et voir quelles solutions on peut apporter. Mais, comme nous l'avons dit eux et nous, ce serait dans le cadre d'un vrai partenariat empreint de transparence et surtout extirpé de toute forme de démagogie. Pour le ministre Tall, il est temps que l'école malienne soit une école performante, séreine et creusée d'excellence. Et le secteur de la culture qui employait en 2006 près de 6% de la population active du Mali et contribuait également pour près de 4% au PIB. Aujourd'hui, il s'agit de faire plus pour que la culture puisse être le 4e pilier du développement durable dans notre pays. C'est ce que vient de déclarer la ministre en charge de la culture, Ndiaye Ramatoulaye Diallo, s'exprimait à New York lors du débat thématique de haut niveau organisé par l'UNESCO et consacré au binôme culture et développement durable. Pour Mme Ndiaye, l'heure est venue pour la mise en place d'une véritable industrie culturelle dans notre pays. De New York, nous retrouvons le reportage de Salif Sanogo. Faire de la culture un des moteurs du développement durable, c'est à cela que s'attellent les Nations Unies à travers l'UNESCO. Un seul exemple, au Mali. Au milieu de l'an 2000, à peine 0,4% du budget national était réservé à la culture. Et pourtant, avec plus de 115 000 emplois, le secteur participait à hauteur de 2,38% au produit intérieur brut.
Pour Mme Diaye Ramatoulaye Diallo, l'industrie culturelle est appelée à jouer un rôle de plus en plus prépondérant dans l'économie nationale. Oui, le Mali ambitionne en effet de faire de la culture un moteur économique dans le sens du développement d'une grande industrie culturelle pour l'amélioration du statut déjà de nos artistes, de nos hommes de culture, de nos auteurs, mais au-delà, la culture est essentielle même pour le développement même social de nos pays, d'où la transversalité de ce département. Je dirais même que ma vision est la mise en œuvre, en application de cette vision du chef de l'État, c'est-à-dire placer la culture au centre de tout, c'est-à-dire au centre du développement social du pays, au centre du bien-être de nos hommes de culture, au centre de la réconciliation, au centre du développement économique à travers la création ou de la mise en place d'une grande industrie culturelle au Mali. Facteur d'identité et de cohésion sociale, la culture peut également jouer un grand rôle dans le processus de reconstruction sociale et de réconciliation nationale. De cela, la ministre de la Culture en a parlé avec Michaël Jean, l'ancienne gouverneure générale du Canada, tout comme avec Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO, fortement engagée pour la cause du Mali. Ce qui est aussi le cas de la Turquie, dont le ministre de la Culture a souhaité approfondir la coopération culturelle entre nos deux pays. Nous avons évoqué des pistes de partenariat allant dans le sens de notre patrimoine culturel du Mali, allant du nord au sud du Mali. À New York, la voix du Mali aura été entendue. Les délégués à cette rencontre de haut niveau auront également vu un aperçu de la richesse culturelle locale à travers la prouesse vestimentaire des teinturières et des couturiers. Depuis juillet 2013, une stratégie Sahel de la CEDEAO est en formulation. Elle vise prioritairement la stabilisation et le développement de l'espace sahélo-saharien. Le document est au centre d'une rencontre de 3 jours ouverte ce matin à Bamako. Sa finalité est de disposer d'un document consensuel de plaidoyer avec toutes les parties prenantes en vue de relever les défis sécuritaires de la région du Sahel. Brahma Traoré, compte rendu. 3 jours pour revoir et affiner les projets de documents sur la stratégie Sahel de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est le principal exercice auquel se livrent les responsables des différents départements de la commission de la CEDEAO. La rencontre de Bamako est perçue comme une prise de conscience de la nécessité d'une approche globale et coordonnée pour relever les défis sécuritaires de la région. Et la stratégie Sahel de la CEDEAO semble être un outil indiqué. La stratégie Sahel de la CEDEAO vise prioritairement la stabilisation et le développement des espaces sahélo-sahariens. À cet égard, elle concentre son action dans la mise en œuvre des programmes régionaux intégrés de sécurité et de développement dans les domaines prioritaires suivants: les infrastructures de connexion, le pastoralisme, l'agriculture et l'irrigation, l'éducation avec la sécurité comme axe transversal à tous ces 3 secteurs de concentration. La rencontre doit justement permettre d'actualiser et d'enrichir les secteurs de concentration de la stratégie Sahel de la CEDEAO. L'objectif final est de parvenir à un document pertinent de plaidoyer avec à la clé le détail des actions prioritaires à mettre en œuvre pour faire du Sahel une zone stabilisée et sécurisée. La stratégie couvre en priorité les pays de la région CEDEAO, principalement exposés aux défis et aux priorités de la zone, en l'occurrence le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Sénégal. Cependant, en raison du caractère transversal des défis de la région Sahel et de la configuration géographique, avec les espaces sahélo-sahariens en continuité et en partage entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale, la stratégie Sahel sera mise en œuvre en partenariat et en coopération étroite avec l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. La rencontre de Bamako prépare une réunion de haut niveau sur le Sahel prévue le 26 mai prochain à Abuja au Nigeria. Une réunion qui réfléchira notamment à la coordination des stratégies et à la mutualisation des efforts pour venir à bout du terrorisme dans la bande sahélo-saharienne.
Et l'architecture de paix et de sécurité de la CEDEAO appliquée au Mali, bilan et leçons apprises, c'est le thème d'une journée de réflexion initiée à l'intention des journalistes. Déficit de communication, difficultés liées à la mobilisation des troupes sont entre autres les problèmes identifiés par le représentant spécial de la CEDEAO au Mali, Ramata Konaté, pour le compte-rendu. Pour la première fois, la CEDEAO intervient au Mali de façon militaire en 2013. C'est pour faire le bilan de cette participation dans la gestion de la crise malienne que se tient cette journée d'échange. Nous avons pu constater qu'il y avait quelques forces qui ont permis à la CEDEAO de mieux accompagner le Mali, mais surtout, et ce qui était important, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de faiblesses. Et l'une et la plus importante, c'est une certaine déficience en matière de communication. Et je crois que des professionnels de la communication maliens qui ont pris part à cet atelier qui s'est tenu à Kosombo n'ont pas manqué de dire que si la presse n'a pas pu peut-être suivre la CEDEAO et couvrir normalement les activités de la CEDEAO, c'est certainement parce qu'ils ne connaissaient pas ce mécanisme. Les journalistes maliens sont invités à se prononcer sur la mise en œuvre de l'arsenal de prévention et de gestion des conflits de la CEDEAO. Si la CEDEAO, en ce moment précis, veut organiser cet atelier pour informer l'opinion nationale et internationale sur ce que cette institution a fait dans le dénouement de la paix au Mali, je crois que cet atelier ne peut être que salutaire. Rappelons que l'architecture de paix et de sécurité de la CEDEAO repose sur le mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits. Le protocole relatif à ce mécanisme a été adopté par les États membres de l'organisation il y a de cela 15 ans. 24 heures après la présentation de sa lettre de créance, la nouvelle ambassadrice d'Éthiopie au Mali, avec résidence à Abidjan, a rencontré la presse ce matin. Au cours de cette rencontre, elle a parlé des relations entre son pays et le nôtre et la situation dans notre pays. Compte rendu, Lamine Keita. La diplomate éthiopienne a profité de ces points de presse pour saluer les relations séculaires entre Bamako et Addis Abeba, des relations basées sur le respect mutuel. Désormais, a souligné la conférencière, le Mali et l'Éthiopie vont s'atteler à renforcer davantage leur coopération à travers plusieurs secteurs. Le tourisme, les investissements, le business. Pour la diplomate éthiopienne, il est temps de développer les échanges commerciaux entre nos deux pays. Les pays africains ont maintenant besoin de se développer. Cela passe forcément par la coopération sud-sud. Elle a remarqué qu'il y a des produits maliens consommés en Éthiopie qui ne sont pas achetés au Mali, qui sont achetés en Europe. Vice-versa, des produits éthiopiens au Mali que les Maliens n'achètent pas directement en Éthiopie, mais que les Maliens achètent en Europe, alors que nous sommes tous sur le même continent. Ethiopia also buys from Europe Malian products. Pas de développement sans sécurité et paix. La conférencière a indiqué que l'Éthiopie est engagée dans la résolution de plusieurs conflits africains, y compris au Mali. Par rapport à la situation dans son pays, la diplomate a expliqué que l'Éthiopie fait partie des 10 pays émergents d'Afrique grâce aux nombreux projets de développement, dont celui du grand barrage éthiopien de la Renaissance, l'un des plus grands du continent. En 5e région, le PNUD et ses partenaires viennent de faire un appui au camp de Soufourlaye. Il s'agit d'équipements de réhabilitation pour 232 millions de francs CFA. Mahamar Ibrahim Touré. Le camp contribue à la formation des dizaines de jeunes, à l'apprentissage des métiers, contribuer à l'emploi et à l'entrepreneuriat jeune de la jeunesse malienne. Nous sommes venus aujourd'hui à Soufourlaye pour remettre des équipements en matériel dont le montant avoisine les 100 millions de francs CFA. Et nous sommes en train de visiter un chantier qui a démarré pour près de 132 millions de francs CFA, soit un total de 232 millions de francs CFA. Nous espérons qu'il sera fait bon usage de ce matériel et que quand la réhabilitation sera terminée, les jeunes trouveront un cadre propice d'accueil pour leur insertion socio-professionnelle. En remettant des équipements à la jeunesse et en posant la première pierre des travaux de réhabilitation, le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne dira: c'est un geste de solidarité et un accompagnement
qui nous a toujours été constamment assuré par nos partenaires du PNUD et des Nations Unies, également le Japon. Et nous avons besoin de centres tels que celui de Sofroulaye pour pouvoir véhiculer et transmettre ces messages de civisme, de mobilisation à l'endroit de la jeunesse pour qu'elle soit non pas des spectateurs passifs dans le cadre du développement national, mais plutôt des acteurs debout sur tous les chantiers et qui sont décidés à impacter sur leur environnement dans le sens positif. La visite du camp de jeunesse par les ministres et la délégation qui l'accompagne, les plantations d'arbres, la visite des locaux de la direction régionale de la jeunesse de Mopti ont été d'autres temps forts de la cérémonie. Lancement du projet d'amélioration de l'accès des enfants aux services éducatifs de qualité financé à hauteur de 12 milliards de francs CFA. Cette phase permettra de rénover certaines composantes de l'éducation nationale et appuyer aussi les programmes éducatifs du ministère de l'Éducation nationale dans 5 régions et plusieurs districts sanitaires. Fatoumata Kone. Près de 12 milliards de francs CFA, c'est la somme qui facilitera le financement du projet d'amélioration de l'accès des enfants aux services éducatifs de qualité PASEC. Les domaines concernés par cette amélioration sont l'alimentation et la nutrition, l'hygiène et l'assainissement. C'est un projet qui va couvrir les aspects d'accès en termes de construction d'infrastructures, d'équipements et aussi construction des facilités par rapport à l'eau, l'hygiène, l'assainissement et aussi les cantines scolaires. Selon les statistiques, seulement 45% des écoles ont un point d'eau et 56% ont des latrines. C'est pour changer cette donne que le Canada a accordé ce financement. Le secteur de l'éducation fait partie des principaux bénéficiaires de l'appui du Canada depuis plusieurs années. Par exemple, au cours des 3 dernières années, le budget annuel moyen du Canada pour l'éducation au Mali était d'approximativement 25 millions de dollars canadiens. Le département s'est employé à élaborer un programme intérimaire 2014-2016 visant à accroître les infrastructures scolaires, à améliorer la qualité des apprentissages. Le projet d'amélioration de l'accès aux services éducatifs de qualité, PASEC, est le fruit d'un partenariat entre le Canada et le consortium de 4 organisations. Il s'agit de World Vision, Aga Khan, Save the Children et Plan Mali. Les régions concernées par l'exécution de ce projet sont Kai, Koulikoro, Ségou, Sikasso et Mopti. La journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est célébrée le 8 mai de chaque année. Le thème national retenu est Paix et solidarité au Mali. Dans un message, le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord appelle à la consolidation des acquis pour l'édification d'un avenir de paix et d'espoir. Nous vous proposons un extrait de son message au micro de Batraoré. Notre cher pays, le Mali, a été en 2012 le terrain de violents conflits armés dans sa partie nord. Et depuis, les communautés y sont confrontées à une précarité sans précédent. Aujourd'hui, de nombreuses personnes, femmes, hommes et enfants, sont confrontés dans cette partie de notre pays à des menaces de toutes sortes sur le plan de leur vie. Au-delà des résultats probants et prometteurs atteints en matière d'action humanitaire par le gouvernement du Mali, ses partenaires et la Croix-Rouge, son auxiliaire, il convient de consolider les acquis. Aujourd'hui encore, plus que jamais, nous devons accepter que c'est en travaillant ensemble que nous serons à même de répondre rapidement aux besoins que suscitent de manière irrémissible les différentes catastrophes auxquelles nous faisons face. Aussi, en cette journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, je lance un appel pour continuer de consolider nos liens avec les communautés et forger les alliances locales et mondiales qui favorisent la paix, la stabilité, la santé, le développement social et économique. Pour protéger la vie, la santé et la dignité humaine, je voudrais aussi lancer enfin cet appel
pour que nous continuions à édifier un avenir de paix et d'espoir et une vie dans la dignité pour chacun de nous et pour nous tous. Protection des piétons et des passagers des transports en commun dans la circulation routière. C'est le thème retenu pour la célébration du 8 mai, journée de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest, première édition. À cette occasion, le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement en appelle au respect des droits des uns et des autres dans la circulation routière. Écoutons Mamadou Hachim Koumari. Ses propos sont recueillis par Nouhoum Sissoko. Le Mali, à l'instar des pays membres de la CEDEAO, organise demain 8 mai 2014 la journée de l'ESRAO, Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Est, une activité qui rentre dans le cadre de la sécurité routière et répond à l'appel des Nations Unies qui ont encouragé les communautés économiques régionales à mettre en place des organisations pour discuter et harmoniser les politiques de prévention routière. La création de l'ESRAO répond au souci de fédérer les efforts des pays de notre sous-région en vue de réduire les conséquences socio-économiques des accidents de la route. Elle a pour objectif de contribuer à la réduction des accidents de la circulation routière. Chaque année dans le monde, 270 000 piétons meurent de la route, soit 22% du nombre total de décès liés aux accidents de la circulation routière. Ainsi, le thème retenu pour cette première célébration de la journée de l'ESRAO est « Protection des piétons et des passagers des transports en commun dans la circulation routière ». Nous sommes tous des piétons avant de devenir des conducteurs ou utilisateurs d'engins motorisés. Et il est déplorable que le piéton soit considéré comme un usager qui n'a pas droit à l'espace routier, ce qui le rend particulièrement vulnérable. C'est le lieu de lancer un appel à nos concitoyens à accepter les droits des uns et des autres dans la circulation routière et à payer une attention particulière aux piétons. Et à la tête d'une forte délégation composée de députés élus de l'Assemblée et d'experts des transports et des routes, le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement se rend à partir de jeudi 8 mai à Kéniéba et à Faléa, en première région, pour une visite de 3 jours dont l'objectif est de trouver des voies et moyens pour assurer le désenclavement de ces localités. Notons qu'au programme de cette visite du ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, la sensibilisation sera au menu des activités tout le long du trajet entre Bamako et Kéniéba sur le thème sécurité routière, notamment dans les localités de Kassaro, Kokofata, Krukoto et Dabia. Depuis 2006, l'Association française pour l'aide et l'approvisionnement médical assiste l'hôpital mère-enfant le Luxembourg en technique de pose de prothèse totale de la hanche. Interrompue à cause de la crise que notre pays a connue, la mission a repris pendant une semaine. Ces médecins français de l'Association pour l'aide et l'approvisionnement médical et les spécialistes maliens vont faire des interventions chirurgicales à moindre coût, nous signale notre reporter Garibou Pirou. Cette femme d'une quarantaine d'années souffre d'arthrose, une maladie qui touche les articulations. Elle a choisi de se faire poser une prothèse totale de hanche. Une équipe de médecins s'est mobilisée autour d'elle. La technique demande une intervention chirurgicale. Ces interventions sont faites sous anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire que les malades ne dorment pas pendant l'opération. Donc on peut communiquer un petit peu avec eux. Ensuite, on fait l'intervention, on fait toute la préparation qui dure environ 1 heure pour préparer le malade parce que la chirurgie de hanche demande énormément de matériel, énormément de préparation. Il s'agit d'ostéonécrose, c'est-à-dire de destruction de la tête fémorale par la drépanocytose. Il y a 2 équipes. Il y a une équipe chirurgicale qui intervient sur le malade et il y a l'équipe d'anesthésie qui assure l'anesthésie du malade, à savoir endormir le malade. Sauf que cette fois-ci, on n'endort pas totalement le malade. On essaie juste de supprimer la douleur et la motricité au niveau de la partie inférieure afin que le chirurgien puisse travailler tranquillement et que le malade ne sente pas la douleur.
L'opération chirurgicale ainsi terminée a duré 2 heures. Les spécialistes ont donné l'assurance que cette dame peut vivre longtemps et sans problème avec sa nouvelle prothèse. L'équipe travaille en coopération avec l'équipe du CHME du Luxembourg, en particulier les anesthésistes et le personnel du bloc. C'est une intervention qui coûte généralement plus de 1 800 000 francs. Mais nous faisons payer aux malades un forfait de 250 000 francs. Et la liste d'attente est malheureusement encore très longue. Il y a plus de 200 patients qui attendent. Le problème des prothèses, c'est l'adaptation de la prothèse. Il ne suffit pas de payer une prothèse et qu'on vous mette une prothèse. Il faut avoir l'éventail de prothèses. Parce qu'une fois que vous avez ouvert la jambe du malade, vous allez voir exactement le numéro de prothèse qui s'adapte à cette jambe. Donc il faut avoir toute une gamme pour pouvoir faire le bon choix pour que l'opération soit vraiment un bénéfice pour le malade. La chirurgie de remplacement prothétique total de la hanche est devenue une procédure sûre et très fréquente dans le traitement de l'arthrose à un stade avancé. Elle réduit non seulement la douleur de la hanche, ce qui permet sa mobilité et améliore ainsi la qualité de vie du malade souffrant d'arthrose. Conférence des femmes sur leur accès à la terre, c'est une initiative de l'ONG Wildaf Mali. Pour cette ONG, les femmes, surtout celles du monde rural, sont lésées dans la distribution des terres exploitables alors qu'elles sont au centre du développement. Les échanges entre femmes leaders pour la défense de cette cause sont soutenus par Oxfam Novib. Adama Kulbali, compte rendu. Les sujets débattus au cours de cette conférence portent sur le partage des résultats de l'étude sur l'accaparement des terres et son impact sur les droits socio-économiques des femmes rurales, la loi d'orientation agricole et ses enjeux pour les femmes, l'expérience du Millennium Challenge à compte sur les terres aménagées à Alatona, zone de Nyono, l'expérience du bureau sous-régional Afrique de l'Ouest sur l'accès des femmes à la terre et les stratégies de plaidoyer pour la participation effective des femmes à la distribution des terres au niveau national et sous-régional. Plusieurs femmes leaders au niveau sous-régional sont invitées à la conférence. Wildaf a entrepris des actions, études, échanges, rencontres, débats sur les questions foncières pour influencer les décideurs à prendre en compte les droits des femmes et les besoins des femmes. Le droit des femmes d'être propriétaires, d'accéder à la terre et de la contrôler demeure limité quel qu'en soit l'usage, agricole, pastoral ou commercial. C'est pourquoi Oxfam, dans sa vision d'éliminer la pauvreté et les inégalités entre hommes et femmes, s'est engagé à accompagner Wildaf dans son étude sur l'accaparement des terres et son impact sur les droits socio-économiques des femmes rurales. C'était l'occasion pour le département en charge des femmes et de l'enfant de retirer son soutien en restant toujours à côté de leurs sœurs pour veiller sur leurs conditions de vie meilleures. 52 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de la voie d'accès du camp de la compagnie de commandement et d'instruction de la garde nationale à Dar Salam. La cérémonie d'inauguration a regroupé ce mardi les responsables de la garde nationale et les hommes de rang. Noum Sissoko, compte rendu. La coupure du ruban symbolique ouvre cette voie longue de 220 mètres à la circulation. Avec ces caniveaux, cette route doit permettre d'améliorer le cadre de vie dans le camp et faciliter la mobilité des personnes. Vous savez que ce tronçon était trop dégradé et même à pied, en traversant ce tronçon, on avait des difficultés, plus fortes raisons, avec des engins. Et ça va servir à tout le monde. L'ouvrage a été réalisé à 52 millions. L'entreprise, c'est le génie civil. Le génie civil, c'est des militaires. L'infrastructure a été réalisée grâce à l'appui du ministère de l'Équipement et des Transports. Auparavant, le chef d'état-major de la garde nationale avait procédé à la revue des troupes. Lancement hier des nouveaux projets dénommés Projet de nutrition à Tesserila dans le cercle de Barouli. Il va lutter contre la malnutrition aiguë à partir des produits alimentaires locaux accessibles. Ce projet est financé par l'UNICEF et exécuté par la Croix-Rouge malienne en partenariat avec la Croix-Rouge belge. Fousseni Samake. Ce nouveau projet de nutrition ainsi lancé à Tesserila dans le cercle de Barouli est le fruit du partenariat entre la Croix-Rouge malienne et la Croix-Rouge belge, financé par l'UNICEF pour une durée de 12 mois. Il vise à lutter contre la malnutrition aiguë
à travers la valorisation et la transformation des produits alimentaires locaux, et cela avec l'appui des relais communautaires et les associations communautaires de santé. Pour la réussite de ces projets, des comités villageois de santé créés organiseront des causeries éducatives, des séances de démonstration culinaire et des communications sur l'allaitement maternel exclusif. Le but est de démystifier la malnutrition aiguë et rendre accessibles les différentes stratégies mises en œuvre par les CBS sous la supervision des agents du projet et du système de santé afin de prévenir et, le cas échéant, de prendre en charge ceux qui en souffriraient. Les acteurs de la santé de l'enfant comptent ainsi briser les mythes de la malnutrition qui est une maladie comme les autres. Les comités villageois de santé ont montré à suffisance combien est importante la promotion des aliments locaux. Ces comités villageois sont très importants. Ils sont aujourd'hui le moteur, le fer de lance du succès de ce projet de prise en charge au niveau communautaire. La population n'avait pas compris que la malnutrition était une maladie. Et l'utilisation de ces produits locaux va permettre de diminuer, je dirais, la facture d'ordonnance auprès de ces populations et les permettra à tout le temps d'accéder à ces produits-là pour soutenir la santé des enfants, des femmes allaitantes et des femmes enceintes. Une séance de démonstration culinaire et un sketch sur la prise en charge des enfants malnutris ont mis fin à cette cérémonie de lancement à Tesserila. Fin hier de la 22e édition de la Ziara de Sékou Salah à Ouroboubou, dans le cercle de Tenenko. À cette édition 2014, ont pris part le ministre des Affaires religieuses et du culte et plusieurs adeptes et talibés de l'intérieur comme de l'extérieur. Ibrahima Tchokari. Prière, lecture du Saint-Coran, bénédiction, visite aux cheikh et aux morts, ce sont là les temps forts de cette 22e édition de la Ziara de Sékou Salah. Fidèles, talibés et autres disciples sont venus en très grand nombre pour implorer Dieu, se recueillir, prier pour eux-mêmes, prier pour tous les musulmans et prier pour un retour définitif de la paix dans notre pays. Pendant 2 jours, dans leur prêche, les disciples du Saint Sékou Salah ont multiplié les appels à la solidarité, à la paix et à la réconciliation des Maliens. Un triptyque cher au président de la République. De tels jours, se trouver en de tels lieux, en la mémoire de Cheikh Salah, est un bonheur. Est un bonheur parce que c'est cela les valeurs des hommes et des femmes qui perpétuent en leur absence ce qu'est l'humilité. Pour ceux qui croient que les bonnes âmes adorés, adulés par le Seigneur, vivent toujours pour protéger. Et c'est eux qui protègent aujourd'hui ce pays. Voilà. Et donc le président de la République, son message de paix, d'entente, de conciliation ou de réconciliation, je l'apporte. Et je le trouve tout ouïe. Ses successeurs de Cheikh Salah et accompagnés et sont déjà dans cette œuvre. Et donc c'est le bonheur pour moi. L'édition 2014, la Ziara de Sékou Salah, s'est achevée par une prière collective. Juste après cette prière, les disciples, sous la conduite de Cheikh Ibrahim Sékou Salah, le calife de Ouroboubou, ont entamé un mois de prière et de bénédiction pour un Mali debout. Le ministre des Affaires religieuses et du culte qui a pris part à cette 22e édition a apprécié la mobilisation et la retrouvaille autour de cet illustre homme qui nous a quittés en 1982 et qui repose à Ouroboubou, Massina. Le ministre a remis au calife une enveloppe symbolique et des exemplaires du Saint-Coran. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour les éditions du soir. Mais avant, 10h et 13h, vous serez en compagnie de Amara Malé Diallo. Très bonne suite de nos programmes.